Marinaro, The Sick Podcast, on parle du CF Montréal, leur match nul de 2-2 samedi soir au stade Saputo contre le LAFC de Olivier Giroud, parmi d'autres. Et on va parler de la conférence de presse qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui, ce matin, avec le président de l'équipe, Gabriel Gervais. Le Sick Podcast est commandité par Énergie Transport, un fournisseur de services logistiques complets de premier plan, couvrant l'ensemble de l'Amérique du Nord, déterminé à être différent. Aussi, par l'Abitibi qui ont lancé leur nouvelle Ultra Lager, une bière rafraîchissante, parfaite pour les belles journées d'été, avec seulement 90 calories, 2 grammes de glucides et 4 de VAB par canette, disponible en emballage de 6 et 12 dans les épiceries à travers la province de Québec. Ultra légère, ultra rafraîchissante. Et le Playground, découvrez un monde de luxe au Playground, explorez l'agrandissement de 30 000 pieds carrés avec des jeux palpitants, des repas gastronomiques, et du divertissement en direct situé juste après le pont Mercier, à quelques minutes du centre-ville de Montréal. Playground, faites l'expérience de la strip sans le voyage. Sans plus tarder, mon collègue de travail, Kevin Nieto, à l'analyse. Kevin, comment vas-tu? Ça va très, très bien, Tony, et toi? Ça va très bien, merci, Kevin. On va commencer avec le 11 partant du CF Montréal pour le match en fin de semaine. Un 4-4-2 avec Sirois dans les buts, Campbell et Neal comme défenseur central, Bougaille à latéral droite, Petrasso latéral gauche. Juste avant la défensive, il y avait Piet puis Saliba qui jouaient comme 2-6. Il y avait Silly à droite, Herbers à gauche et les deux attaquants en avant, Vrioni et Owosu pour la troupe de Marco Donadel. On regarde le sommaire du match maintenant et on voit que ça n'a pas pris longtemps pour que le CF Montréal ouvre la marque. Ils l'ont fait à la 5e minute de jeu. On va décortiquer tout ça. Un but de Gabriel Vrioni. Excusez-moi, de Giacomo Vrioni. Et ensuite, pourquoi j'ai dit Gabriel? Ah, parce que Gabriel Gervais a parlé plus tôt aujourd'hui. OK. Et à la 22e minute, c'est Bougaille. Il y a eu une faute sur Bougaille dans la surface. Et finalement, c'est Prince Owosu qui a été le tireur pour le CF Montréal. Et il a marqué. À la 38e minute, c'est Delgado qui a ouvert la marque pour le LAFC. Et ensuite, en deuxième demi, il y a eu des joueurs qui sont venus en relève. Lottery a pris la place d'Herbers à la 49e. Pierce a pris la place de Saliba à la 59e, de même que Craig a pris la place de Campbell. On continue avec le sommaire. Et on voit que Clark est rentré pour Vrioni aussi à la 59e minute. Et on voit aussi que Olivier Giroud, lui, pour le LAFC, a rentré à la 72e minute. Et ça a pris juste 5 minutes pour que Giroud marque. Et ce match-là finit par la marque de 2-2. On regarde quelques extraits que tu as préparés pour nous, Kevin. Déjà un focus sur l'ouverture du score, mais surtout sur le système de jeu avec Bougaille au milieu pour attirer un pressing. Explique-nous qu'est-ce que toi, tu as vu. En fait, on avait discuté un peu et on va faire un petit arrêt sur image. Si c'est possible d'arrêter là. Voilà. On avait discuté, mais Montréal, je t'avais dit, Tony, que je trouve que ce qui progresse pas mal, c'est le fait de jouer un peu plus directement. Et pour jouer un peu plus directement, ce que Donadel a proposé contre Los Angeles, et c'est symbolisé par la flèche rouge, Tony, c'est de faire venir Bougaille au milieu, donc avec ballon, avec Saliba et Piet. Forcément, ça va attirer un peu plus de pressing et on voit qu'il y a une ligne de 4 plus 2 attaquants devant. Donc, on met vraiment de la densité autour. Et par contre, l'avantage, c'est que ça va ouvrir un espace donc derrière la ligne de pression pour positionner plusieurs joueurs. Et on va pouvoir relancer. On va voir ce qui va se passer avec la passe de Campbell qui va viser derrière. Et on voit cette ligne de 3 joueurs entre les 2 lignes de pression. Avec Owusu qui fait du bon travail dans ce rôle-là, on l'a déjà dit, hein, mais quand il le fait bien comme ça, c'est intéressant. Alors, un peu de réussite ici. Vrioni termine bien, mais on marque un but comme ça parce que Montréal ne s'embarrasse plus forcément à jouer des petites passes, à construire beaucoup, etc. On sait le faire, mais on va jouer un peu plus directement. C'est ce qu'on a vu là et j'ai bien aimé cette première période. OK, maintenant, on va regarder le premier but du LAFC. C'est-tu le premier but de l'AFC qu'on a? Oui, c'est ça, Tony. C'est ça, je voulais qu'on le voit parce que ce qui me pose un petit peu problème, c'est que on en a déjà parlé ça aussi, mais pour moi, l'effort défensif au milieu de terrain, il n'est pas fait. On a des joueurs qui reviennent en trottinant et
si on regarde la séquence depuis le début, tu vois que, alors, je ne demande pas à ce que les joueurs soient à fond tout le temps, etc., mais sur Check ça, des regarde ça. transitions. Wow, 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 wow. Sur des transitions comme ça, c'est problématique. Et là, on se fait prendre sur un but qui aurait pu arriver à notre moment. Mais Ouais. le problème, c'est qu'ensuite, pour moi, je tiens à le dire, ce 11-là était le meilleur, le 11 titulaire, était le meilleur 11 possible à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que en seconde période, tu n'as pas le banc pour faire mieux. Et si tu craques en première période, en seconde, ça va être encore pire. Oui, un CF Montréal qui, encore une fois, ont ouvert la marque après 5 minutes de jeu. À la 22e, c'était déjà 2-2. Et dès le moment que Giroud y a marqué le but, même avant que Giroud y a marqué le but, par contre, Kevin, on dirait que cette équipe-là a enlevé le pied de l'accélérateur. C'est comme ils voulaient fermer le match à 2-1. Et là, dès le moment que le but égalisateur de Giroud, ils voulaient vraiment, vraiment fermer le jeu. Ils ont arrêté d'attaquer parce qu'ils se sont dit, on va prendre le point. Mais par contre, c'est dommage parce qu'encore une fois, ils avaient une avance de 2-0 après 22 minutes. Jérémy Filosa va se joindre à nous dans quelques minutes parce qu'il était là plus tôt ce matin à la conférence de presse tant entendue de Gabriel Gervais, le président de l'équipe et membre de la direction sportive. On aimerait donner nos meilleurs souhaits, nos meilleurs vœux à Jesse Saputo. Plus tôt ce matin, ça a été rapporté en premier par Nilton George de Couscous Piri Piri, puis ensuite de Max Truman dans les coulisses. Nilton avait une image de Jesse dans son dernier match. C'est ça qui est triste aussi. Ce dernier match du championnat U18 de la saison. Il a subi une blessure assez grave au genou. C'était l'intention du club de le signer à son premier contrat professionnel au mois de juillet, à l'ouverture du Mercato. Lui qui pourtant a eu une saison difficile, je dirais, au niveau production, au niveau statistique, avec, pour un joueur offensif, de 2 buts dans un championnat de 20 matchs pour le U18. Et là, il va se faire opérer si ce n'est pas déjà fait. Ça va être fait dans les prochains jours, dont un chirurgie assez important au croisé intérieur, si je comprends bien, et dont nos meilleurs vœux pour lui. Mais évidemment, Kevin, si le joueur était pour signer, et là, à 1 mois de l'ouverture du Mercato, après un championnat difficile au niveau de statistiques et de production, une blessure comme ça à long terme, qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué. Après, il est jeune et si c'est, de ce que je comprends, si c'est une rupture des ligaments croisés, quelque chose comme ça, c'est une blessure qui est de mieux en mieux traitée. Donc, puisqu'il est jeune, il devrait pouvoir revenir. Mais ça met un gros frein à son début de carrière, surtout physiquement et puis psychologiquement aussi, parce que quand tu sais que tu vas signer pro juste derrière et que tu as cette blessure avant, c'est pas facile. Donc, il faut juste lui souhaiter un bon rétablissement, un retour et espérer qu'il revienne à son niveau derrière et qu'il puisse avoir l'opportunité encore une fois. Même s'il fait ça au plus vite, 6 ou 7 mois à ce moment-là, on parle déjà du camp d'entraînement au mois de janvier. Oui. Donc, on a meilleurs vœux au jeune homme parce que, évidemment, c'est un blessure assez grave, puis on pense à lui. OK, maintenant, Jérémy Filosa, il était là aujourd'hui. Et chance qu'il était là parce que je te dis que s'il n'était pas là, le niveau des questions aurait été assez ordinaire. Mais Jérémy était là, on l'amène avec nous. Jérémy, es-tu là? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, comme membre des médias, moi, je te remercie d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui parce que je te dis qu'il manquait de piquant à cette conférence de presse-là, mais dès le moment que tu es rentré, tu as eu l'opportunité de poser, il me semble, 3 questions, 2 en début, vers quoi, après 20 minutes, ou puis une autre à la fin. Oui. Et tu as posé vraiment des bonnes questions, Jérémy. On va y aller tout de suite aux questions que tu as posées et les réponses données par Gabriel Gervais. Notre philosophie sportive ne changerait pas, mais qu'on est prêt à prendre des actions concrètes pour améliorer notre situation. On ne va pas rester statu quo et juste laisser ça aller. Ça fait 3 ans, un petit peu plus que je suis avec le club.
il nous faut un produit compétitif, gagnant sur le terrain pour remplir le stade. OK? Moi, c'est ça la photo que je prends. Et oui, je suis venu ici les années de Marco Di Vaio, de Drogba, de Piatti. J'étais dans les estrades avec vous, là. Donc, je connais ce monde-là, mais ce modèle-là ne va pas pérenniser l'équipe à long terme. C'est le modèle que je vous ai parlé. OK? Donc, on ne va pas déroger de notre philosophie sportive, mais on peut apporter certaines variantes pour nous assurer qu'on a le produit sur le terrain qui nous permet d'être compétitifs. On le dit souvent avec des joueurs qui vont mouiller le maillot, qui comprennent notre culture particulière et unique ici à Montréal et au Québec. C'est ça qu'on veut bâtir et on est confiant qu'on va bâtir un sens d'appartenance, un attachement profond à notre club de cette façon. OK, le voilà. Jérémy, la question? La question à celle-là, c'était vous évoluez dans un marché qui a quand même 4 millions de personnes. Oui, vous avez des contraintes avec le dollar américain et le stade. Il y a certaines contraintes et tout ça, mais vous avez quand même un des propriétaires les plus riches de la Ligue. Qu'est-ce que ça va prendre qu'est-ce qui doit arriver pour que vous changiez votre fusil d'épaule et que vous changiez votre mentalité? Bien, clairement, il n'y a pas vraiment d'ouverture à ce niveau-là. Ça va demeurer la même chose. On a dit clairement aujourd'hui, des gros noms européens, oubliez ça. On n'a pas fermé la porte à la possibilité d'améliorer l'équipe, mais on veut y aller avec des petits coups, peut-être des joueurs U22 ou quoi que ce soit. On a dit que ça allait prendre un minimum de 2 à 3 fenêtres de transfert pour régler les problèmes de l'équipe. Des problèmes qu'on dit ont été laissés là par la direction précédente. Donc, Olivier Renard, bien sûr. Sauf que Gabriel Gervais était quand même là pour une... Mais voyons donc. C'est ça que j'ai pensé, Jérémy, parce que, comme tu viens de dire, il a dit qu'il y avait des signatures dans le passé, que ces contrats-là sont devenus un fardeau pour l'équipe. Ouais. Je pense qu'il fait allusion à Yankov. Je pense qu'il parle de Opoku. Mm-hmm. Je pense qu'il parle de Sunusi Ibrahim. Il y en a-tu d'autres? Et Alvarez. Peut-être Bryce Duke, je ne sais pas. Peut-être. Bryce Duke, Alvarez. Je pense à ces joueurs-là, OK? Mais corrige-moi si j'ai tort. Mais on ne nous a pas dit que même quand Olivier Renard était là, que la ligne de directive n'était pas d'Olivier Renard à Joey Saputo. C'était Olivier Renard au président Gabriel Gervais, parce qu'Olivier se rapportait à Gabriel, puis Gabriel allait amener toutes les idées au conseil d'administration pour en parler, puis Gabriel revenait ensuite à Olivier Renard, puis la décision était prise. Ouais. Donc, quand Gabriel Gervais dit que ces contrats-là sont un fardeau, c'est sa responsabilité aujourd'hui. Ben, écoute, c'est sûr que dans le temps, il n'y avait peut-être pas l'expérience qu'il a aujourd'hui, mais la réalité, c'est que c'est un tout, Tony. Autant les joueurs qui ont été acquis il y a 2 ou 3 ans, ou même les joueurs qui ont été acquis dans les 6 derniers mois ou 9 derniers mois, il y en a plusieurs qui ne font pas le travail. Et la réalité, c'est qu'avec le budget qu'on accorde à la direction, ben, tu n'as aucune marge de manœuvre. Tu ne peux pas te tromper. Tu te trompes une fois, ben, tu te fais scier les jambes. C'est ça la réalité. Alors, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de marge de manœuvre. Moi, j'ai posé des questions à savoir, vous avez un joueur comme Vrioni présentement. Si on regarde les statistiques de la MLS, selon les buts marqués par rapport aux minutes jouées, il est un des meilleurs de la Ligue. Et c'est le mieux payé dans l'équipe à 1,9 million de dollars. Si l'équipe avait 2 ou 3 joueurs de ce niveau-là, peut-être à des positions différentes, la situation actuelle serait différente. Mais on a dit qu'on ne s'en allait pas dans cette direction-là, que ce n'était pas dans la mentalité de l'équipe et que ça n'allait pas changer. Et alors, pour ceux qui ont écouté la conférence de presse d'aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas entendu les réponses qu'ils auraient aimé avoir parce que malgré la déception des partisans, les pancartes et tout ça, le fait qu'on a utilisé des moyens de pression, ben, l'équipe n'a pas l'intention de changer son fusil d'épaule. Quoique, on dit qu'on va quand même tenter d'essayer d'améliorer l'équipe dès cet été. Mais Kevin, si tu regardes les commentaires sur les réseaux sociaux, évidemment, comme Jérémy vient de dire, là, les partisans ne sont pas contents parce qu'ils se sont dit, OK, vous avez essayé de nous vendre le projet de développement, puis tout ça, puis de vendre des joueurs, on n'a pas acheté, on n'a pas aimé. Et là, après une victoire en 14 ou 15 matchs,
évidemment, il voulait entendre quelque chose de différent aujourd'hui. Après, comme Jérémy vient de dire, toutes les banderoles, il voulait entendre quelque chose de différent aujourd'hui. Puis Jérémy était là aussi samedi. Oui. On a vu que Kevin, c'était formidable. Les partisans qui attendaient Giroud à son entrée au stade avec des chandails de la France, avec des papiers pour faire signer des autographes, avec leur caméra qui voulait prendre des photos. Il a été d'une gentillesse incroyable, que ce soit avant le match, que ce soit même 30 minutes après le match. Il a donné son chandail à un partisan, il a donné ses protèges tibia, il a donné son T-shirt, il a signé des autographes, il a pris des photos. C'est quand la dernière fois qu'on a vu ça avec le CF Montréal, mais c'était Didier Drogba. Kevin? Bonjour Jérémy, pardon déjà, mais moi j'entends le manque de moyens. C'est sûr que Montréal n'a pas les moyens de Los Angeles, on s'accorde à dire ça. C'est sûr que Montréal n'a pas les moyens de signer ni Giroud, ni Loris, ni même Bouanga pour l'instant. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que tu peux avoir très peu de moyens, et il y a plein de clubs en Ligue 1 qui l'ont fait, et recruter intelligemment et travailler avec une cellule de recrutement qui travaille correctement et aller chercher des joueurs intelligemment. Et de ce que j'entends ce matin par rapport à tes questions, Jérémy, et de ce que j'ai entendu aussi sur l'intervention d'il y a 2-3 jours avec Olivier Brett, Montréal privilégie des joueurs qui connaissent la MLS parce que ce serait une ligue différente, et ne veut pas aller chercher des stars. Ok, d'accord. Mais on est quand même ici sur un marché qui est francophone, et moi je me pose une question, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher plus de joueurs en France, des joueurs qui auraient 28, 29, 30, 31 ans ou 32 ans, des cadres qui ont, excusez-moi, plus d'expérience du haut niveau qu'un Owusu, plus d'expérience du haut niveau que globalement la plupart de l'effectif du CF Montréal. Tu veux dire comme des Rudy Camacho, des Rod Fanny, des joueurs comme ça qui ont de l'expérience. Qui parlent français, donc l'intégration va être facilitée. L'intégration vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des fans, parce que les gens vont apprécier ces joueurs qui parlent français. Et surtout, il y a plusieurs agents, dont un des plus gros agents de MLS qui est français et qui s'occupe d'amener tout le monde ici. Ouais. Donc, des joueurs, je te le dis, des joueurs qui veulent venir en MLS, il y en a. Et des joueurs qui viendront à Montréal, il y en a. Ils l'ont déjà eu partiellement, cette philosophie-là. Ils ont fait venir certains joueurs. Mais le problème, c'est qu'on change de philosophie à tous les 2-3 ans ou à peu près. Alors, on l'a essayé. Ça a plus ou moins fonctionné. Ça a fonctionné correct, selon moi. Mais là, on a décidé qu'il n'y a aucun joueur d'origine française dans l'équipe, alors qu'on a vu que le stade était bondé de Français pour voir le LAFC cette fin de semaine. Moi, j'étais là, OK? Et je peux vous dire une chose. Comme Tony l'a mentionné, il y avait foule dans le stationnement avant l'arrivée des joueurs du LAFC. Il y avait foule autour du terrain à la fin du match. Et les joueurs comme Loris, Giroud et Bouanga ont signé des autographes, ont pris des photos pendant plusieurs longues minutes. Il y avait foule, encore une fois, autour de l'autobus jusqu'à passer 23 heures parce que je suis resté très tard au Stade Saputo. Les gens attendaient là pour se faire signer des autographes, alors que les joueurs du CF Montréal, les gars, passaient tout droit. Il n'y avait aucune réaction. C'est comme si c'était le concierge là, qui passait, là, tellement les joueurs, les gens ne savaient pas qui ils étaient. Je vais aller plus loin. Les gens voulaient prendre plus des photos avec Marc Dos Santos, l'entraîneur adjoint du LAFC, que des joueurs du CF Montréal après le match. C'est pas normal. Mais tu sais, puis là, ça arrive dans ton stade à toi, puis c'est la question que j'ai posée à Gabriel Gervais. Comment, en tant que président, tu te sens quand tu vois ça, tout l'engouement dans ton stade pour 3 joueurs francophones qui jouent pour l'autre équipe? Alors, je pense qu'on a les images, Jérémy, et les vidéos. Il y avait 2 des joueurs que tu mentionnes, c'est des gagnants de la Coupe du Monde, OK? Où il y a eu Messi l'année passée, et nous autres, on a eu Nesta ici. Donc, c'est des joueurs générationnels qui ont tout remporté et qui apportent des belles choses, OK? Si je recule à mon temps à moi j'étais fier de jouer avec des Québécois autour de moi. C'est ma plus grande fierté, OK? D'avoir gagné des championnats avec des joueurs avec qui je jouais avec eux à 14 ans, OK? Je sais que la réalité a changé. Et là, on est dans les MLS, mais tout de même, notre identité est ancrée au local, à notre langue, à qui nous sommes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, Jérémy, tu es en train de comparer le marché de LA à celui de Montréal. OK, je vais juste faire un scénario. On fait venir Giroud, on fait venir Loris, on fait venir Bouanga, on fait venir
les prix des billets, ça va être combien, Jérémy? Donc, est-ce que le marché est capable d'accepter qu'on double les prix de nos billets? Et c'est là que nous, comme président responsable aussi, je reviens à mon conseil d'administration, puis je dis, l'élastique, je peux l'étirer jusqu'à combien? Vous pouvez voir les dernières années de combien on les a augmentés, de 2-3 à peine l'inflation. Donc, est-ce que notre marché est prêt à prendre ça? Pas convaincu. Et c'est là où est-ce que nous, on mesure tout ça. Et comme bon gestionnaire responsable envers mes propriétaires, je fais mes recommandations de la sorte. Mais nous sommes confiants que nous pouvons bâtir quelque chose de très spécial. Et comprenez quelque chose. Notre académie, les joueurs locaux qu'on a ici, c'est unique dans la MLS. Il y en a plusieurs qui avaient fait le tour. Notre académie a des jeunes Québécois, qui est presque à 100 Il y a une couple de joueurs qui sont... OK, on coupe. OK, alors, juste pour vous dire, tu sais, il a parlé de Nesta. Moi, je me souviens que l'année où Nesta jouait à Montréal, j'étais à Rome. Je rentre dans un cinéma pour aller voir un film, OK? Et celui qui m'accueille à la porte, il dit « Ah, tu viens de où? » Je dis « Montréal. » Il dit « Ah, Nesta joue là. » Alors, même si Nesta était en fin de carrière et peut-être n'avait pas les éléments pour nous en donner comme lorsqu'il avait gagné la Coupe du Monde, ben c'est quand même un visage connu des gens. Puis moi, je ne demande pas à ce qu'on ait cherché et Bouanga, et Giroux, et Loris, mais est-ce qu'on peut aller en chercher un de ce type-là? Puis les autres, tu peux compléter avec des Joseph Martinez ou avec des Vrioni qui coûtent un petit peu moins cher. Moi, je crois qu'il y a encore de la place dans les prix des billets au Stade Saputo pour augmenter un certain pourcentage si tu places des joueurs de ce calibre-là sur le terrain. J'ai juste à regarder autour de moi, là, le Rocket de Laval est en séries éliminatoires. Là, les billets sur le bord de la bande, c'est 175 $. Puis les gens payent. Hier soir, je suis allé à l'Alliance de Montréal et sur le plancher, c'était à peu près ça aussi. C'est l'Alliance de Montréal qui joue dans la CIBL. Les gens ont payé, ils sont allés, ils ont acheté des billets. Alors, offrir un bon produit et il y a moyen de moyenner. Je ne dis pas qu'il faut que tu mettes tous les billets à 500 $ quand tu viens à Montréal, mais il y a moyen de moyenner, puis les amateurs de soccer vont accepter de payer plus si on leur donne ça sur le terrain. Ça, c'est mon opinion. Jérémy, comme tu sais, je suis abonné de saison, puis si je ne me trompe pas, je paye 54 $ le billet. OK? 54 $ le billet. 108 par match, 17 matchs, 1820 $ pour l'année, quelque chose de même. OK? Amène-moi un vedette ou deux vedettes à Montréal, là, et tu vas me dire que je vais payer 200 $ la paire au lieu de payer 108, là, j'ai pas de problème. OK? On est une ville, puis avec tout ce qu'il y a aux alentours, là, on n'est pas 4,36 millions de personnes à Montréal puis aux alentours. Là. C'est une des top 10 plus populeuses villes d'Amérique du Nord. Faut pas l'oublier. C'est un stade de 19 600 postes ou 19 300 postes. C'est même pas 20 000 postes. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas trouver 20 000 preneurs de billets si je t'amène un ou deux stars ici. C'est impossible. Et même à là, quand tu vas de l'avant dans le sport, les gars, tu es supposé de faire ça par passion aussi. Ça veut dire que si tu perds de l'argent, là, le conseil d'administration, là, ils ont tellement de compagnies que si on leur demande combien de compagnies qu'ils ont, ils vont peut-être en oublier quelques-uns. Ils ont tellement de compagnies et de propriétés que même si le CF Montréal perdrait de l'argent à la fin de l'année, leur comptable leur dirait qu'ils ont besoin d'une entreprise qui va perdre de l'argent pour assumer des pertes. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'entends ces discours-là. Puis moi, j'ai mon voyage. Moi, je capote, là. On vient de parler s'il peut se payer un joueur de 3, 4, 5 millions. On vient d'en parler depuis 10 minutes. Ils l'ont peut-être fait à la bourse dans les dernières 10 minutes. Écoute, on se souvient des années de Didier Drogba. Les billets étaient quand même très abordables, OK? C'était pas très haut. Et on dit qu'à l'époque, bon, dans la deuxième saison de Drogba, pas tous les billets avaient trouvé preneur. Mais aujourd'hui, on a la tarification dynamique qui n'existait pas dans le temps. Alors, on peut jouer avec ces chiffres-là. Donc, moi, j'aimerais que l'équipe essaie à nouveau. Ils l'ont essayé il y a 10 ans. Peut-être qu'ils ont trouvé ça difficile. On n'a pas maximisé le passage de Didier Drogba à Montréal parce qu'on va se dire, on ne l'a pas affiché comme on aurait dû et on n'a pas généré de l'argent comme on aurait dû avec les jerseys et tout ça. J'aimerais qu'on réessaie une fois à nouveau, mais ça ne semble pas être dans les cartes. Kevin. Et puis, pardon, il y a 10 ans, la MLS, ce n'était pas la MLS de maintenant. Il y a 10 ans, tu parlais de MLS en France, personne ne savait ce que c'était. Mais depuis 10 ans, il y a eu
et Messi et d'autres qui sont passés avant, qui font que les gens peuvent regarder. Il y a Apple TV qui diffuse. Moi, je sais qu'avant d'arriver à Montréal, et avant qu'Apple TV arrive, donc Apple, ça fait quoi? Ça fait 3 ans peut-être? Ah ouais. 3 ans. Donc avant, il y a 3 ans, je ne pouvais pas regarder la MLS en France parce que plus personne n'avait les droits. Maintenant, c'est possible. Alors, je ne dis pas qu'il y a un énorme marché, je dis que les gens, ils connaissent, les gens, ils vont se déplacer, etc. Et enfin, il y a quand même moyen d'avoir ces joueurs-là parce que la MLS, elle a changé et les gens vont s'y intéresser, les gens vont payer. Et peut-être que tu ne peux pas avoir un Giroud ou un Lloris maintenant, mais des joueurs intermédiaires et qui sont quand même au niveau de la MLS pour t'amener sur des places éliminatoires, tu les as. Dans le passé, on a déjà entendu ce club-là perd X millions de dollars par saison. Mais qu'est-ce qu'on répète pas assez, ou on répète pas du tout, c'est que ils ont rentré dans l'MLS pour un prix de 40 millions de dollars. Aujourd'hui, cette organisation, ce club-là, il vaut 450 millions de dollars. Puis si jamais ils vont le vendre, demain, ils devraient avoir leurs 450 millions de dollars à un investisseur local. Puis si jamais ils veulent entendre 4 ans ou 5 ans, ils devraient avoir peut-être 600 millions par un investisseur local. Puis si, quand l'expansion est finie, ils voudraient le vendre ailleurs pour qu'un investisseur le déménage à un autre endroit dans les États-Unis, ils peuvent aller peut-être chercher plus que 800 millions de dollars. Écoute, Real Salt Lake vient d'être vendu pour 600 millions. Alors, il faut comprendre que si l'équipe a à déménager aux États-Unis et à être vendue, ça va être un minimum de 600 millions. Exact. Et on va se le dire, Tony, là, les équipes qui font de l'argent dans la MLS, là, il y en a combien? 2, 3? La majorité des propriétaires fonctionnent et opèrent comme tu viens de le mentionner. Ils se disent, j'investis dans mon club parce que, oubliez pas une chose, OK? J'ai eu une discussion avec quelqu'un du Sports Business Journal il y a de ça plusieurs années. Il m'a dit, chaque million investi par un propriétaire, dans notre évaluation, on lui en donne 5. Ça veut dire que, par exemple, je te donne un exemple, là, tu investis 10 millions de dollars dans ta franchise parce que tu améliores tes infrastructures, l'académie, peu importe. Le Sports Business Journal va t'augmenter de 5 fois. Alors, c'est 50 millions de plus la saison suivante. Qui fait ça dans la vie? Qui fait ça? Alors, on a tout avantage à continuer d'investir dans notre produit parce que la valeur de la franchise va continuer d'augmenter et tu ne peux pas, malheureusement, regarder toutes les années et dire cette année, on a perdu 5, cette année, on a perdu 7, cette année, on a perdu 11. C'est sûr que tu ne peux pas te lancer dans des dépenses de débile. Je ne m'attends pas à ce que le CF Montréal ait la plus grosse masse salariale de la Ligue, mais ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir au moins ce qu'a Colorado ou Kansas City ou Minnesota, quand même. Gabriel Gervais, on lui a posé la question sur le potentiel de la formation. On l'écoute. On est rendu à la fin mai et on n'a pas vu le plein potentiel de notre effectif pour toutes sortes de bonnes raisons. Par exemple, Vrioni, son retour a tardé. On a eu des blessures clés. J'ai mentionné tout à l'heure Sintchuk. On a eu la difficulté aussi. Neal, vous voyez son potentiel de Jalen Neal. Malheureusement, il s'est blessé avec l'équipe nationale. Il a tardé. Donc, George Campbell a eu quelques blessures aussi. Ce sont des joueurs clés, OK, qui ne sont pas sur le terrain tous en même temps. Ça, je veux juste cette partie-là pour dire. Et oui, Vrioni faisait clairement partie de cette solution et de l'équation quand on a bâti l'effectif, quand on est allé le chercher. Maintenant, nous, notre orientation est plus vers les joueurs jeunes. Et c'est pour ça qu'on va investir plutôt sur des U22 que des DP. Je ne dis pas qu'un DP n'aide pas. On voit que Vrioni, qu'est-ce qu'il peut amener sur le terrain? Mais on voit aussi quelqu'un qui est jumelé à Prince Owusu qui travaille énormément, ça ouvre. Donc, il y a différentes combinaisons, puis chaque équipe est différente. Il y a des équipes qui vont aller chercher leurs 3 DP, c'est bon pour eux, puis ils vont dépenser des vingtaines de millions. Ça, c'est leur modèle, mais ce n'est pas le nôtre. Nous autres, on veut bâtir avec la jeunesse, on veut bâtir avec des joueurs locaux et les encadrer, oui, des joueurs comme Vrioni qui ont fait de la différence. Et oui, tu mentionnes Martinez l'année passée, mais Martinez, sans Caden Clark, sans un Tom Pierce qui rentre à la fin, c'est pas juste Martinez, ça a vraiment été un ajout de plusieurs joueurs clés autour de lui qui l'ont aidé à s'épanouir. Et bien sûr, il s'est remis de sa blessure au genou. Donc, c'est une combinaison de facteurs. OK, là, voilà. Moi, je poserais une question sur Martinez et Clark. Ouais. Comment se débrouille Martinez sans Clark à San Jose? Fantastique. Comment se débrouille Clark sans Martinez à Montréal? Lamentable.
Come on, guys. À un moment donné, il faut dire la vérité. Là. Martinez Non, a fait la différence. Mais moi, ce que je comprends pas... En tout respect pour Gabriel, des fois, dernièrement, là, puis je comprends, là, c'est le beau émissaire, là, he's towing the company line. Ben oui. Mais des fois, j'ai comme l'impression, j'attends la secrétaire de Trump, là. Ouais, c'est dur de défendre l'indéfendable. C'est ça, la réalité. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que il y a moyen d'avoir une équipe dont une des missions, c'est d'acheter et vendre des jeunes joueurs. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre à côté d'eux un groupe de joueurs locaux, un groupe de vétérans et aussi 2-3 joueurs étoiles. Si tu mets tout ça ensemble, là, tout va fonctionner. Puis tes jeunes, ils vont se développer. On parle beaucoup de faire venir des joueurs U22, les gars. OK? On en a parlé durant toute la conférence de presse. Moi, je voudrais savoir où jouent ces joueurs-là quand ils ne sont pas dans le 11 partant, quand ils ne sont pas dans l'alignement, habillés dans les 20. Ben, Kevin, j'ai une question pour toi, parce qu'il a dit qu'il vise dorénavant des joueurs U22. Mais est-ce qu'un joueur U22 pour rentrer dans cette équipe-là, puis entourer un peu, mais pas plus que ça, et faire de cette équipe-là qui est en bas de classement une équipe de série ou une équipe compétitive, à ton avis? Non, et puis, moi ce qui me gêne, c'est le manque d'équilibre entre jeunes joueurs qu'on peut revendre et les prétendus cadres. Parce que j'insiste sur le mot prétendu, et là encore, je ne sais pas si c'est ce matin ou si c'est l'entretien précédent avec un des fils Saputo, où j'entends dire que certains des joueurs qui ont 23, 24 ans et qui sont à Montréal ont joué des quarts de finale ou des demi-finales de Gold Cup et donc qu'ils ont de l'expérience. La phrase, pour moi, elle se suffit à elle-même. C'est pas parce que tu as joué une demi-finale de Gold Cup que tu as de l'expérience à très haut niveau. Et si tu regardes tous les prétendus cadres dans cette équipe-là, en fait, finalement, tu te rends compte que Sirois, qui a 23 ans, et Campbell, qui a 23 ans, sont quasiment des cadres, sont des cadres de cette équipe, sont des vrais cadres de cette équipe. Ils ont 23 ans. Owusu, je suis désolé, en tout cas sportivement, je ne suis pas dans le vestiaire, je parle de sport. Sportivement, ce n'est pas un cadre comme on l'attend. Vrioni, alors je pense que ça va l'être, il arrive enfin, mais il était blessé. Qui on a Herberts, malheureusement, son physique ne suit pas pour l'instant, et on l'a vu contre Los Angeles, quand il est sorti, tu perds le match. Quand il est sorti, tu perds le match. Il y a très, très peu de cadres par rapport au nombre de jeunes joueurs. Mais tu peux pas... Moi, je comprends la volonté de valoriser des jeunes et de les vendre. Mais pour les vendre, il faut les valoriser. Pour les valoriser, il faut les faire bien jouer. Pour les faire bien jouer, je vous laisse... mais il faut les entourer. Les jeunes joueurs doivent être entourés. Guys, ils ne sont pas entourés. Ils n'ont pas de joueurs de haut niveau autour d'eux pour leur tenir la main, leur montrer le chemin. Et non seulement ça, quand ils ne sont pas dans l'alignement, ils n'ont aucun endroit où jouer parce qu'ils n'ont pas d'équipe réserve. Moi, je suis désolé, mais le fait que cette équipe-là dise qu'elle est une équipe de développement et n'a toujours pas d'équipe MLS Next Pro, ça ne fait aucun sens. On parle des deux côtés de la bouche. J'ai une question tout ça, OK? Ils ont développé qui? Vas-tu me regarder dans les yeux? J'enlève mes lunettes, là. Vas-tu me regarder dans les yeux maintenant pour me dire que c'est eux autres qui ont développé Ishmael Koné? Est-ce que c'est ça que tu vas me dire? Parce que moi, Ishmael Koné, je l'ai vu jouer son premier match quand il avait 10 ans. Puis crois-moi, tu sais-tu c'est qui a fait Ishmael Koné? Ishmael Koné a fait Ishmael Koné ou Dieu a fait Ishmael Koné. C'est pas eux autres qui ont fait Ishmael Koné. C'est pas Saint-Laurent qui ont fait Ishmael Koné. C'est pas NDG qui ont fait Ishmael Koné. C'est Ishmael Koné qui a fait Ishmael Koné ou la maman puis le papa d'Ishmael Koné qui ont fait Ishmael Koné. Non, écoute, tu as peut-être Chouanière que tu pourrais inclure dans ce groupe-là, mais il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu. Alors, il faut nous montrer que le projet fonctionne. Et Chouanière, oui. On a un paquet de gars qui sont arrivés jeunes ici et qui ont, malheureusement, sont pas devenus les joueurs qu'on pensait qu'ils allaient devenir pour qu'on puisse les revendre. Alors, non seulement ils ne performent pas sur le terrain, mais tu ne peux pas les revendre à profit non plus. Alors, tu sais, regarde, tout ce que les gens demandent, c'est une équipe équilibrée, avec quelques joueurs étoiles, des joueurs locaux, des jeunes qui poussent et des vétérans. Et il n'y a personne qui va chialer. Monsieur, j'ai une question pour vous.
Avant, on va faire jouer le clip qui dit le développement des jeunes joueurs. On fait jouer le clip. On peut se développer dans toutes sortes d'environnements, de circonstances. C'est sûr qu'on passe une phase qui est difficile, mais au point de vue de développement, les jeunes joueurs, ils vivent ça. Ils vivent c'est quoi de vivre ce moment-là et comment on s'en sort. Et ils peuvent aussi faire référence aux leaders qui doivent se lever dans ces moments difficiles. Donc, il y a toutes sortes de façons de développer. Si tu te développes toujours en gagnant, est-ce que tu sais comment passer à travers les moments plus difficiles? C'est clair que nous, on voudrait être dans une meilleure phase que maintenant, ça c'est clair. Mais je veux dire, si je parle plus d'un projet individuel de chaque joueur, c'est sûr quand tu as un collectif qui a du succès, c'est plus facile au point de vue aussi des projets personnels et aussi du développement personnel. Oh, OK. Donc, c'est clair que... Ça, oui, quand tu as un projet sportif qui gagne plus, les joueurs ils vont mieux paraître. Là, il a dit que les joueurs font déjà du développement individuel avec Simon Gatti. Non, Come on. Mais si tu veux être un club formateur, comme les bons clubs formateurs qu'il y a en France ou comme les bons clubs formateurs qu'il y a au Portugal, est-ce qu'au Portugal puis en France, c'est Simon Gatti, en tout respect pour Simon Gatti, ça va être lui qui va faire la formation à ces jeunes-là? Non. Le problème, c'est pas là, Simon Gatti le problème. Le problème, c'est quand tu joues pas, tu t'améliores pas. Et quand tu n'as pas un endroit où jouer, là, tu sais, il y a des gars là, qui ont des difficultés depuis 1 an et plus. Si ces gars-là avaient eu un endroit où jouer en MLS Next Pro, peut-être qu'ils auraient démontré des choses et peut-être qu'on aurait pu exploiter ça pour les faire remonter. Peut-être que juste en jouant en MLS Next Pro et en dominant, peut-être que tu fais écarquiller les yeux de quelqu'un, une autre équipe qui va le vouloir, ce joueur-là. Mais c'est une énorme, comment dire, c'est un handicap massif pour l'équipe de ne pas avoir une équipe en MLS Next Pro, comme toutes les autres équipes. Jérémy, j'aimerais enchaîner là-dessus parce qu'ils ont dit qu'on a l'académie, on aime les joueurs de l'académie, on aime les joueurs locaux, on aime les joueurs québécois, on veut avoir un saveur québécois dans l'équipe, on veut avoir du jeu de talent, on veut être un club qui est de développement, on veut faire jouer des jeunes joueurs. Sean Rea, ils ont fait quoi avec? Ils l'ont libéré, puis ils n'ont rien eu en retour. Zéro. Ils n'ont vraiment jamais donné sa vraie opportunité. Il faut être honnête. Oui ou non? Bon, il a joué une demi-saison, puis après ça, on a abandonné, puis c'était fini. Est-ce qu'on a donné une vraie opportunité à Rida Zuhir? Oui ou non? Non. Mais ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on est en train de donner une vraie opportunité à Jules-Anthony Vilsain? Oui ou non? Pour l'instant, non. Mais là, pour l'instant, c'est... Non, mais t'as raison. Mais là... Je veux dire, si tu dis que tu veux développer des gars, ça, c'était supposé être tes meilleurs. Si on recule il y a 3 ans, là, c'était les 3 gars ou à peu près qu'on identifiait comme les meilleurs qui s'en venaient. Ben, comme tu dis, on ne peut pas dire qu'on leur a donné toutes les chances au monde de se développer. Alors là, je me répète, pas d'équipe U23 pour aller jouer. Kevin, puis à chaque pratique que moi j'assistais, Rida Zuhir était mieux que l'autre gars à côté de lui. Mais pourtant, on dit, ben, il y a ça, il y a l'attitude, il y a ça. Et des fois, il répond au coach, ces choses-là. Kevin, on peut-tu avoir juste 11 joueurs qui vont à MS tous les dimanches dans une équipe? Moi, je suis assez d'accord avec Jérémy, avec toi, du coup, mais les jeunes qui ne jouent pas le week-end, il faut qu'ils jouent à un niveau qui les fait progresser. Mais et oui. Là, en fait, s'ils ne jouent pas avec la MLS, ils ne jouent pas, tout simplement. Donc, tu n'as pas d'équipe réserve suffisante pour aller quelque part et avoir du niveau. Et surtout, pour sortir des jeunes et les faire exploser à un moment donné, une fois qu'ils sont dans l'équipe A, s'ils sont encadrés par des gens d'expérience et certains joueurs, ils explosent plus facilement. Qui est-ce qui était au milieu de terrain avec Ismaël Koné et Mathieu Chouanière quand ils jouent à Montréal, etc. Quel joueur tu avais qui avait une expérience européenne de top niveau et qui était là? Même quand ils prêtent des joueurs, comme Jérémy a dit, c'est tellement important d'avoir une équipe MLS Next Pro, même quand ils prêtent des joueurs. L'an passé, Jérémy, ils ont prêté Matteo Scavoni au Forge FC, il n'a jamais joué. Ah oui, mais non, tu n'as pas de contrôle. Quand tu les prêtes, tu te fies à ce que l'autre équipe fasse de leur mieux pour le développer, mais tu ne le sais pas.
Et eux, à la fin, ils peuvent te dire, ben écoute, ça n'a pas fonctionné, il n'était pas assez bon, il n'a pas joué. Alors, non, tu veux avoir le contrôle de tes propres jeunes, tu veux savoir où ils s'en vont, comment ils se développent, tu veux les développer à ta façon. Je ne comprends pas cet entêtement de continuer à ne pas avoir une équipe. Guys, ça ne fait aucun sens. Surtout quand tu dis que tu veux être une équipe de développement. Si tu trouves une pizzeria, maudite affaire, et que tu n'as pas de pâte, là, ben, tu ne pourras pas faire de pizza. Là. Jérémy, même Owen Graham Roche, là, penses-tu qu'il va s'améliorer parce qu'il rentre à la 87e minute puis on lui dit de faire quelques courses pour mettre la pression? Ils sont chanceux. Pour du temps à le contre-cadran? Ils sont chanceux parce que lui, il est rappelé souvent par l'équipe nationale. Là, il part avec les U17. Oui, mais l'équipe nationale joue 3 tournois par année. Arrête, là. Mais au moins, il y a ça. Oui, je comprends. Imagine s'il n'y avait pas ça. Donc, tu sais, il se fie là-dessus, on dirait. Tu sais, il va aller jouer un petit peu là, puis, tu sais, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Là, OK. OK. Qu'est-ce qui manque à cette équipe-là? On entend le clip. Il manque quelque chose. Il y a plusieurs modèles. C'est sûr, notre club sœur à Bologne a connu beaucoup de succès les derniers temps. Aussi, à développer des joueurs, à vendre, puis à quand même avoir une équipe compétitive. On voit tout le succès que l'équipe a eu les dernières années. Donc, est-ce qu'on prend un modèle particulier? Non, la MLS est particulière aussi dans les règles, les masses salariales et tout ça. Donc, nous, oui, on souhaite être compétitif, mais la réalité, c'est que l'équipe sportive en place aujourd'hui, ça fait même pas un an qu'on est ensemble. Donc, est-ce qu'on a des choses à apprendre? Absolument, on a des choses à apprendre. Tu parles d'avoir le mélange de vétérans avec des jeunes joueurs, chose qu'on a faite cette année en allant chercher Fabien Herbez, Prince Owusu, Giacomo Vrioni, ce sont quand même des vétérans, et on les a jumelés à nos vétérans, nos leaders qui sont ici, que ce soit Waterman, que ce soit Piet, que ce soit Nathan Saliba, que ce soit Joe Sirois. On a quand même une bonne base de leaders. Maintenant, est-ce qu'on a assez de caractère dans l'équipe? Ça, c'est quelque chose que moi-même, je me regarde dans le miroir, tout comme l'équipe sportive. Est-ce qu'on a fait les meilleurs choix pour nous permettre de passer à travers les rudes épreuves qu'on a maintenant? Si on regarde, par exemple, le match de Toronto ou le match de Hamilton, la réponse très claire serait non. Donc, j'ai confiance aux joueurs qui sont en place. Est-ce qu'on doit améliorer ce côté dans notre recrutement? Si on prend une photo maintenant, la réponse serait oui. OK. Donc, ils ont dit que il y a des contrats qui ont été donnés dans le passé qui étaient des fardeaux, comme on vient de dire en début de podcast. Mm-hmm. Et ça, ils n'ont pas pris de blâme, évidemment. Mais là où est-ce qu'ils ont pris de blâme, c'est qu'il faut admettre que quelque part dans le recrutement, on n'a pas peut-être allé chercher les joueurs avec le plus de caractère, puis c'est quelque chose qu'on va essayer de s'améliorer du côté-là, parce qu'il manque du caractère au sein de cette équipe-là. Mais... Kevin, il manque du caractère? Mais avant même de répondre à cette question, vous connaissez mieux le club que moi, alors peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. Est-ce que le CF Montréal a une cellule de recrutement? Supposément, ça passe où il y a quelques dépisteurs. Un de ceux-là, c'est Raphaël Fressetti. Il y a quelques dépisteurs. Il y a peut-être un dépisteur ou deux qui les aide aux États-Unis, mais il passe par la cellule de Bologne. Ou par des agents, du coup. Puisque de ce que je comprends ce matin... Ou ils ont des relations avec des agents qui ils donnent des profils à des agents, puis des agents viennent avec quelques noms. Mais donc, on peut prendre l'exemple de Bologne autant qu'on veut, mais Bologne, ils réussissent parce qu'ils ont une cellule de recrutement. Et moi, je pense que dans un club de football, je ne vais pas apprendre son métier à qui que ce soit, mais tout ce qui est l'analyse vidéo, le recrutement, je connais un petit peu, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun a sa place. Et une cellule de recrutement, elle doit faire un travail de recrutement. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable cellule de recrutement qui soit là, qui soit construite, qui soit disponible sur plusieurs marchés et qui puisse te proposer suffisamment de joueurs, à part le fait de travailler avec celle de Bologne. Maintenant, à partir de là, est-ce que l'équipe manque de caractère? L'équipe manque de talent, Tony? Oui. On peut parler de caractère. Franchement, on peut parler de caractère tant qu'on veut. On peut parler. Moi aussi, de France, je viens d'un endroit où, dans le sud, il y a ce qu'on appelle la grinta. On aime des joueurs qui se battent sur le terrain, etc. Mais des joueurs qui se battent et qui ont du caractère, bon, à un moment donné, c'est bien parce qu'il en faut. Mais on veut des joueurs de talent. Oui. Mais non, mais pas des meilleurs joueurs du monde. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, ton caractère veut pas. Là, on est tous des êtres humains. Et quand ton équipe se fait démolir semaine après semaine, ton caractère, il disparaît. C'est ça, la réalité. Mais quand, tu sais, on parlait tout à l'heure de joueurs désignés, là.
ces gars-là, là, ce qui t'amène, des gars comme Vrioni, c'est qu'ils t'amènent cette marge-là où même si un soir tu connais un mauvais match, lui, il peut t'en sortir un ou deux buts, il peut te faire gagner et ça amène du souffle, ça amène du moral à l'équipe, ça donne un petit break. Ces gars-là t'amènent une différence qui fait en sorte que ton entraîneur peut respirer, tes joueurs peuvent respirer. Je vous pose une question, les gars, OK? Oui, vas-y. Une question arbitraire, là, ça n'a pas besoin d'être parfait, la réponse, OK? Mm-hmm. Le calibre de jeu entre l'Italie et la MLS, vous diriez que le calibre de jeu, il est combien de fois supérieur? Donnez-moi un chiffre. OK. Donc, moi, je vais te dire, là, et puis je vois venir ta question, Jérémy, la différence dans le calibre est assez grande. Donc, c'est pas par le Bologne qu'il faut passer. Peut-être qu'il faudra aller voir d'autres ligues où est-ce que le niveau est plus comparable. OK. Mettons, on fait un chiffre rond, là. Est-ce que c'est 3 fois meilleur que la MLS? 5 fois? Je dirais que les joueurs qu'il y a actuellement dans l'équipe du CF Montréal pourraient peut-être jouer, sont des joueurs qui joueraient dans une 3e division. OK. Et il y en a certains qui joueraient dans le deuxième moitié de la 2e division. OK. Mettons qu'on dit que le calibre est 3 fois mieux. Donnons même 5 fois mieux. OK? Combien de joueurs gagnent en haut d'1 million chez le CF Montréal présentement? Vrioni. 1. OK, 1. Combien de joueurs gagnent plus d'1 million d'euros dans le roster actuel de Bologne? Tous. 15. Alors, quand on dit Bologne a eu beaucoup de succès, là, si Bologne a 15 joueurs qui gagnent en haut de 1 million, OK? Est-ce que cette ligue-là est 15 fois meilleure que la MLS? Non. Alors, est-ce que le CF Montréal pourrait en avoir 3 au lieu de 1? Ben oui, on parle de quoi, là? Ben oui, on donc. 15. Alors, quand tu as 15 joueurs qui gagnent 1 million et puis là, je te parle juste d'1 million parce qu'il y en a qui gagnent plusieurs millions, là, OK? 15. Alors, viens pas me dire que ça fonctionne à Bologne puis ça fonctionne pas ici. Jérémy, il y a 2 raisons pour lesquelles ça fonctionne à Bologne. Mais une des raisons, c'est qu'ils ont engagé dans les dernières années un des meilleurs entraîneurs l'année passée, un bon entraîneur cette année, puis un directeur sportif qui est connu pour être parmi les meilleurs en Italie puis partout en Europe. Et, je m'excuse, là, c'est pas Joey qui va leur dire, là, ou le staff de Montréal qui vont leur dire quoi faire avec les acquisitions et les joueurs. C'est exactement ça. C'est que ça. En Italie, le soccer, c'est le sport numéro 1. Tu peux pas te comporter comme tu veux. T'es bien mieux de marcher droite puis les fesses serrées parce que les médias, ils vont mettre ta face à la une du journal à tous les matins puis te dire à quel point tu es un pourri si tu le fais pas. Jérémy, ils avaient les capacités d'avoir une équipe gagnante ici. Fallait aller dans le portefeuille de temps en temps puis laisser Olivier Renard en place. Mais voyons donc! Et ça, tout le monde le sait. Il a fait des miracles avec l'équipe qui est le plus petit masse salarial de la Ligue. Il a fait des séries 3 fois sur 5, puis les 2 fois qu'il n'a pas fait, il a été exclu la dernière journée de l'année. Mais voyons non! Ah oui. Moi, aujourd'hui, là, il y a des questions qui n'ont pas été posées, Jérémy. Puis comme tu sais, malheureusement, toi, tu ne pouvais pas en placer plus que 3. T'as déjà, ça a été... Oui. J'en ai eu plus que les autres. Exact. Déjà. OK, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comme tu sais, j'anime une émission du lundi au vendredi de 9h55 à 11h55 AM. Donc, je ne pouvais pas être là. Mais moi, qu'est-ce que je voulais savoir, c'est encore une fois, un Olivier Renard, sans le besoin de partir parce qu'on ne lui donne pas l'attention puis il ne veut pas être la marionnette de personne. Moi, je veux savoir dans quel monde on dit à Olivier Renard, oui, va-t'en. Moi, je veux savoir encore une fois comment lui est parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont il n'a pas été question, c'est quand ton patron, il sort puis à Omni Télévision, il dit qu'à un moment donné, il y avait la passion dans son club. Les gens qui travaillaient pour son club, il y avait de la passion, la volonté. Puis aujourd'hui, il regarde aux alentours, puis il n'y en a pas. Ouais. Moi, je demande au président, qu'est-ce que tu en penses après avoir écouté tout ça? Non, mais est-ce que, après avoir entendu ça, tu as pensé à soit l'appeler ou à donner ta démission?
Mais voyons donc. Non, parce que Tony, tu parles de passion. Tu parles de passion. Nick DeSantis, n'avais-tu de la passion? Mauro Biello, n'avais-tu de la passion? Mais ça. John Libniatis, n'avais-tu de la passion? Mais ça. Ouais. Marc Dos Santos, n'avais-tu de la passion? Mais ça. Bon, on a fait quoi avec ces gars-là? On les a mis dehors. Bon, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on en avait, on n'a pas voulu. Ben là, je cherche pas de midi à 14h. Ouais. On l'a, tes gars. Wilfred Nancy, lui, en avait aussi. On avait de la passion. Ben, c'est ça. OK. D'aller voir ailleurs. OK, en tout cas. Prochain match pour le CF Montréal, mercredi soir à Miami. Ça serait pas facile, mais Miami en arrache. Ils sont 7e dans l'Est. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, le CF Montréal, eux, sont 15e. Messieurs, salutations. Bye-bye. Bon après-midi. Salut. Merci, Tony. Salut, voilà. C'est le SIC Podcast. Merci d'avoir regardé notre chaîne YouTube. C'est complètement gratuit. Donc, il va falloir vous abonner. Merci beaucoup à Shane Gaumont à la mise en onde. Salut, là. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the SIC Podcast, CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play, and Apple Podcasts.